Bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et je vous présente un nouvel épisode du podcast Les Affaires mondiales en contexte. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir à nouveau notre bon ami, le Dr Vladimir Brovkin. Il a été professeur à Harvard et est également auteur. Vlad tient une excellente chaîne YouTube intitulée Questions contemporaines en politique avec le Dr Brovkin. Je regarde régulièrement ses vidéos et je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à vous y abonner. Vlad, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Toujours heureux d'être ici avec vous. La conférence sur la sécurité de Munich, qui s'est tenue du 13 au 15 février, a vu la multipolarité devenir un thème central en géopolitique. L'ordre d'après-guerre froide semble désormais officiellement démantelé. L'année dernière, J.D. Vance avait surpris tout le monde avec son discours calme et direct. Cette année, le message de Marco Rubio était, je dirais, bien plus édulcoré. Comment interprétez-vous le ton général de la conférence sur la sécurité de Munich cette année? Oui, c'est une excellente question. Je dirais qu'il y a deux grands éléments nouveaux dans la conférence sur la sécurité de Munich d'aujourd'hui par rapport aux précédentes. En un sens, elle marque une nouvelle époque historique. On pourrait dire, c'est véritablement un moment historique. Le point essentiel est que la conférence a reconnu ouvertement que les trajectoires des États-Unis et de l'Europe divergent. De plus, le mot d'ordre de la conférence, je crois, était quelque chose comme destruction ou déconstruction. Ils reconnaissent ouvertement, et von der Leyen l'a reconnu dans son discours, tout comme beaucoup d'autres, que le partenariat atlantique est en train de se désagréger. Il y a de nombreuses raisons à cela, et nous pouvons en discuter, mais le Trumpisme n'en est qu'une manifestation. Cela n'a pas commencé avec Trump, et ce n'est pas seulement Trump qui en est la cause principale. C'est un processus très complexe, historique. C'est pourquoi je l'appelle ainsi. La deuxième chose qui m'a frappée, le deuxième aspect de la conférence sur la sécurité de Munich qui est extraordinaire, c'est qu'elle est tellement belliqueuse envers la Russie, incroyablement méprisante. Je veux dire non seulement Hillary Clinton, mais elle ne compte pas vraiment. Vous savez, la première ministre du Danemark veut tirer sur la Russie et Rutte, avec ses plans, qualifie la Russie d'escargot dans son offensive. En gros, un tigre de papier. Et l'on peut continuer encore et encore, en dénigrant fondamentalement la Russie, en ignorant sa posture militaire et en proférant ouvertement des menaces que l'on pourrait considérer comme un casus belli. Par exemple, une production conjointe de drones constitue, selon toute convention internationale, une participation à la guerre. Rappelez-vous, par exemple, lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale, parce qu'un navire transportant des civils américains avait été coulé, légitimement coulé, car il transportait du matériel de guerre à destination de la Grande-Bretagne, ce qui était illégal. Les Allemands l'ont découvert et l'ont coulé légalement parce qu'ils transportaient du matériel de guerre. Néanmoins, les États-Unis ont jugé que c'était une raison suffisante pour entrer en guerre, du moins comme prétexte. Ainsi, la production conjointe de drones destinés à tirer sur des soldats russes et un plan élaboré par M. Fedorov, le ministre de la Guerre ou ministre de la Défense de l'Ukraine, visant à tuer 50 000 soldats russes par mois, constitue essentiellement une déclaration de guerre, comme l'a qualifié l'un des observateurs. Mais les Européens ne semblent avoir peur de rien. Ils ne qualifient même pas cela d'escalade. Ces deux éléments, la rupture avec les États-Unis et la belligérance envers la Russie, forment une nouvelle réalité qu'il faut expliquer, puis discuter et envisager les conséquences possibles pour tous les acteurs. Ce sont, à mon avis, les deux évolutions majeures qui revêtent une importance capitale.
Ce qui m'a frappé, c'est l'appel du secrétaire d'État américain Rubio à l'Europe pour qu'elle rejoigne la vision de Trump d'un nouvel ordre mondial. C'est comme si Rubio disait « Oui, il y a un nouvel ordre mondial, mais les États-Unis vont continuer à maintenir leur primauté. » Il est donc clair que les États-Unis cherchent à rétablir leur hégémonie dans le monde, bien au-delà de l'hémisphère occidental, tout en abordant l'Europe non pas comme un partenaire égal, comme les Européens aimeraient le voir, mais plutôt comme un partenaire subalterne dans cette relation transatlantique. Certains dirigeants de l'UMWeb, par exemple la ministre autrichienne des Affaires étrangères lors de la conférence sur la sécurité de Munich, ont déclaré que l'Europe devait désormais devenir plus indépendante et assumer davantage de responsabilités en matière de sécurité et de défense. Et pour que cela se produise, il est clair que l'Europe doit être compétitive sur le plan industriel et forte sur le plan économique, ce qui est presque impossible compte tenu de sa profonde crise économique et de sa dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis. Ainsi, devenir plus indépendante semble davantage relever de la rhétorique politique que d'un objectif concret dans le cadre des politiques actuelles de l'Europe. Quel est votre avis? Oui, quel est votre avis à ce sujet? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Exactement. C'est plutôt de la posture. Mais avant de discuter de la capacité des Européens à construire ce type de défense ou de position économique indépendante, j'aimerais revenir sur ce avec quoi tu as commencé, à savoir les propos de Rubio. La plupart des commentateurs se concentrent uniquement sur la partie qui semble plus conciliante, moins conflictuelle que celle de Vance. J'ai trouvé ses propos extrêmement conflictuels à l'égard de la Russie. Parce que ce qu'il a dit, c'est « Allez, les Européens, vous ne voyez pas, nous imposons des sanctions sur le pétrole russe. Nous saisissons des pétroliers russes. Nous avons forcé, ce sont ces mots, nous avons forcé l'Inde à refuser le pétrole russe. » Je crois qu'il a mentionné que Vance était allé en Arménie et avait signé des contrats militaires pour la livraison de matériel de guerre américain. En d'autres termes, les propos de Rubio signifient que les États-Unis font à peu près tout ce que faisait Biden. La seule différence, c'est que les Européens payent et que les Américains ne payent pas. Il ne s'agit donc pas d'une révision de la politique envers la Russie, mais simplement d'un remplacement d'un payeur par un autre. Les Européens vont payer et nous allons continuer à faire pression sur la Russie jusqu'à ce qu'elle vienne à la table des négociations. J'adore cette expression, comme si elle n'y était pas déjà. La Russie est à la table des négociations et tout le monde connaît les conditions de la Russie. Maintenant, dites-le ouvertement. Nous n'acceptons pas les conditions de la Russie et nous voulons qu'elle change. Mais au lieu de cela, ils disent vouloir forcer la Russie à venir à la table des négociations. J'ai trouvé cela assez révélateur car en un sens, Rubio était en dehors de ces négociations. Mais si telle est sa position, je me demande, est-ce la position officielle des États-Unis ou bien l'interprétation de Rubio? Les faits parlent d'eux-mêmes. Permettez-moi de faire une digression. Rendre à l'Amérique sa grandeur. Imaginons un instant, qu'est-ce que cela signifie? Cela renvoie-t-il au soi-disant moment unipolaire des années 1990, lorsque les États-Unis étaient la seule superpuissance? Est-ce cela dont Trump rêve? Disons-le ainsi. D'accord, nous n'en avons pas fini avec le Venezuela. J'imagine Trump dire à ses amis, « Nous allons bientôt nous occuper de Cuba. Nous allons forcer l'Iran à changer, au moins à changer de politique. » Peut-être qu'avec un peu de chance, nous allons changer leur gouvernement. Une fois que ce sera fait, nous contrôlerons tout le pétrole. Ensuite, la prochaine chose que nous pourrions essayer de faire, c'est un changement de régime interne, parce que nous en avons assez de ces communistes.
Mettons le gouvernement de Taïwan à sa place à Pékin, afin qu'il dirige la République de Chine. Ainsi, il n'y aura plus de problème d'unification. Ils seront unifiés sans les communistes. Et après cela, ou peut-être avant, nous irons changer le gouvernement en Russie, placer des oligarques favorables à l'Occident au pouvoir, et tout ira bien. Il y aura un grand monde trumpiste, avec l'Amérique redevenue grande. Je pense que c'est ce qu'il espère vraiment, peut-être ce dont il rêve. Je ne pense pas que ce soit possible. Et nous en arrivons maintenant au début de ta question. Pourquoi cela n'est-il pas possible? Et c'est extrêmement important à comprendre et à souligner, encore et encore. Le train est déjà parti. Ni les États-Unis ni l'Europe ne sont capables de rivaliser avec la Chine sur le plan économique ou avec la Russie sur le plan militaire. C'est ainsi. Ils ont peur d'affronter la réalité. L'économie chinoise est 2 fois plus grande que celle des États-Unis. Sur le plan militaire, ils rattrapent leur retard avec les équipements les plus récents. L'armée russe, ses missiles, notamment les hypersoniques, pourraient détruire toute la flotte américaine en quelques minutes si elle le voulait, mais elle ne le veut pas. Pourtant, les Américains continuent d'agir comme s'ils étaient les hégémons du monde, comme dans les années 1950 ou 1990. Et comme me l'a écrit un ami indien, les États-Unis ressemblent à un ancien champion qui continue de se comporter comme tel, mais qui ne l'est plus. Et l'Europe, c'est encore pire. C'est un sujet sur lequel on pourrait faire une émission à part. L'industrie européenne s'effondre. J'ai regardé quelques chiffres. L'Allemagne a perdu 20% de sa capacité industrielle depuis 2001. Et cette année, elle affiche environ 1% de croissance après 4 années de contraction et de démantèlement. Toute la croissance existante ne vient pas de l'industrie. Elle se trouve dans d'autres secteurs, les services sociaux et ainsi de suite. En d'autres termes, comme je suis d'accord avec Emmanuel Todd, l'ethnographe français, l'Europe est en déclin, non seulement sur le plan économique et démographique, mais aussi politique et culturel. Par conséquent, les rêves d'une sorte d'armée européenne ou d'indépendance européenne ne sont que des paroles en l'air. C'est physiquement impossible. Pensez-vous que l'Europe soit capable de poursuivre son propre programme politique sous une forme ou une autre? Par exemple, imaginons que des partis plus à droite arrivent au pouvoir. Si par exemple l'AfD, Alternative für Deutschland en Allemagne, accédait au pouvoir. Ou bien cela signifie-t-il simplement que l'Europe va désormais suivre la voie tracée pour elle par les États-Unis d'Amérique? Vous voyez, je pensais autrefois, jusqu'à très récemment, que la tendance en Europe était à la montée des eurosceptiques, que l'Alternative für Deutschland, le parti de Marine Le Pen en France et d'autres prenaient le dessus. Ils gagnaient. Mais je commence à douter que la bureaucratie européenne leur permettrait de le faire. Il me semble que de plus en plus d'indices montrent que la bureaucratie bruxelloise, sous la direction de von der Leyen, suit une voie de centralisation, de fédéralisation. Ils ne cessent de parler de priver les États-nations de leur pouvoir de veto indépendant, toujours avec les mêmes arguments. L'Europe sera plus forte, l'Europe sera plus intégrée, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est cela la tendance. Ils ne laisseraient pas l'AfD gagner. En France, il est très facile de manipuler les élections, car il existe essentiellement 3 segments. Il y a les centristes, représentés par Macron, les gauchistes, représentés par Mélenchon, et la droite, représentée par Marine Le Pen, la nationaliste. Dès que l'un des 3 remporte le premier tour, les 2 autres peuvent s'allier pour l'empêcher de gagner. C'est ce qui s'est passé lors des dernières élections. C'est simplement ainsi que le système français est conçu, à moins qu'il n'y ait une véritable indignation, ce qui est possible, car la France est en mauvais état,
Vous savez, les changements de gouvernement, et Macron est là uniquement parce qu'il ne peut pas être évincé avant 2027. Donc, si les tendances des structures démocratiques se poursuivent, alors l'Europe s'éloigne de la position centraliste et russophobe. Cela signifierait que le développement s'oriente vers l'Europe en tant que marché commun plutôt qu'en tant que bureaucratie commune. En d'autres termes, ils auraient toujours un marché commun. Ils continueraient à commercer avec divers partenaires dans un monde multicentrique, mais aucun pays ni groupe de pays ne disposerait d'un droit de veto. Mais cela ne sera possible que s'ils laissent les tendances se développer. S'ils interdisent l'AfD, s'ils orientent les élections françaises de l'année prochaine vers un résultat qui serait un macronisme sans Macron, alors rien ne changera. Et un dernier commentaire sur l'Europe. Il me semble qu'on ne peut ignorer le fait que les Européens savent bien qu'il n'existe pas une seule Europe. Il y a l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et l'Europe du Nord est extrêmement anti-russe. Il y a la Grande-Bretagne, le Danemark, la Finlande et la Pologne, ainsi que les pays baltes, y compris l'Allemagne. Ils sont simplement impatients de combattre les Russes et de se faire détruire dans le processus. Puis il y a l'Europe du Sud et centrale, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Autriche, la Grèce, l'Italie et dans une certaine mesure l'Espagne. Ceux-là ne sont certainement pas, sous quelque forme que ce soit, désireux d'une confrontation avec la Russie. Ce sont ceux qui hochent la tête en silence, mais en réalité, si on leur demande, ils préféreraient qu'il n'y ait aucun conflit et, si possible, du commerce et des relations normales. Alors, qui sait quelle tendance l'emportera? Les Européens du Sud, avec les sceptiques du Nord, ou les Européens du Nord, avec une sorte de fédéralisation et de renforcement des contrôles? Nous verrons bien. J'apprécie vraiment que vous ayez souligné les différences en Europe, car je pense qu'ici, aux États-Unis, nous avons tendance à parler de l'Europe comme d'un tout, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas vraiment la distinction entre les divers intérêts nationaux des pays qui composent l'UOBM et l'Europe au sens large. Mais en réalité, l'UOB et l'Europe sont très fragmentés en termes d'intérêts, de culture, de réalité sociale et d'économie également. Il semble donc que le projet de l'Union européenne consiste à consolider le pouvoir à Bruxelles au détriment des intérêts nationaux et des différences que les nations ont historiquement cultivées et souhaitent préserver. Par exemple, la Hongrie en est un excellent cas. Non seulement le Premier ministre Orbán s'est opposé aux politiques migratoires de l'UE, mais il est aussi très critique à l'égard de l'orientation de la politique étrangère que l'UE a adoptée et ne souhaite vraiment pas en changer. Je crois qu'aujourd'hui, pour la première fois à Munich, à la fois Friedrich Merz, le chancelier d'Allemagne, et le président français Macron ont abordé le sujet de la dissuasion nucléaire européenne dans leur discours. C'était assez surprenant car le traité START entre les États-Unis et la Russie a expiré la semaine dernière et c'était un accord très important en matière de contrôle des armements et de stabilité nucléaire. Donc maintenant, nous entendons les dirigeants européens commencer à parler de dissuasion nucléaire. Cela n'indique-t-il pas que l'Union européenne doute quelque peu de la fiabilité du parapluie nucléaire américain? Ou quelle est votre opinion sur les déclarations de Macron et de Merz concernant les capacités de dissuasion nucléaire de leur pays? Oui, je pense que c'est juste de la posture, surtout de la part de Macron, parce qu'il veut être le leader de l'Europe. C'est le rôle qu'il préférerait. Et le seul domaine où il pourrait être supérieur à l'Allemagne, c'est le nucléaire. Tout le monde sait que l'économie française est bien en retard par rapport à l'allemande et que l'économie allemande s'effondre, tout comme la française, mais moins vite. Les usines allemandes ferment, mais à un rythme peut-être plus lent que les françaises.
simplement parce qu'ils ne sont pas une puissance industrielle. Les exportations françaises, c'est l'agriculture, la mode, le vin, le fromage et ce genre de choses. Mais en tout cas, sur la question nucléaire, ils veulent certainement montrer que la France est une puissance nucléaire, la seule de l'Union européenne, et qu'elle pourrait étendre son parapluie. Tout cela n'est que du vent, car les spécialistes nous disent que les forces nucléaires françaises sont minuscules. Bien sûr, n'importe quelle bombe nucléaire peut tuer beaucoup de gens, donc qu'elle soit minuscule ou non, peut sembler sans importance. En revanche, ce qui compte vraiment, c'est l'efficacité de la livraison. Les satellites, les systèmes de guidage, tout ce qui va avec. Si vous aviez une bombe nucléaire des années 1950, elle n'atteindrait jamais sa cible aujourd'hui, car il faut un système de livraison qui pourrait être intercepté. Et avant qu'elle ne s'éloigne beaucoup de la France, elle pourrait exploser au-dessus de la France. En d'autres termes, les Français ont tellement de retard sur les États-Unis et la Russie dans le domaine nucléaire que je ne pense pas qu'il soit possible, en 10 ou 15 ans, de rattraper ce retard. Et il faut énormément d'argent pour y parvenir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Si vous êtes déjà en retard, quelles sont vos chances de rattraper les autres? C'est pratiquement impossible, car de nouvelles technologies apparaissent sans cesse. Donc en matière de puissance nucléaire, le pays le plus fort du monde, c'est la Russie. Elle possède plus d'armes nucléaires et de missiles hypersoniques que les Américains, qui essayent très activement d'en développer, mais n'y sont pas encore parvenus. Alors la France, c'est tout simplement risible. Quand les généraux russes entendent cela, ils se disent « très bien qu'ils essayent ». Ce n'est tout simplement pas comparable. Mais ce n'est même pas le point principal. Ce dont Scholz et Macron ne veulent pas parler, c'est que je ne peux pas imaginer des officiers français servant sous les ordres d'officiers allemands, ni l'inverse. Les cicatrices historiques sont profondes et durables. Je ne peux pas imaginer des officiers polonais recevant des ordres d'officiers allemands. En d'autres termes, les rêves d'une armée européenne ne sont que des rêves. C'est irréalisable. La seule chose concevable serait d'avoir des unités polonaises et des unités allemandes, toutes censées faire partie d'une armée européenne, chacune avec son propre commandement et ses propres missions, données par les Polonais aux Polonais, par les Allemands aux Allemands, mais pas par les Allemands aux Polonais ni aux Français. Voilà le problème. Quand Macron parle d'une armée européenne, il dit dans un de ses discours que les Finlandais pourraient fournir 200 000 hommes, les Polonais 200 000 et les Turcs 200 000. Cela ferait comme la Grande Armée, 600 000. Et ensuite Napoléon ou Macron les mènerait au combat contre la méchante Russie. C'est du pur rêve. Cela n'arrivera pas, car c'est impossible. Et même si c'était possible, les généraux russes ont en réalité des plans, en cas de grande guerre en Europe, pour affronter des armées de 800 000 hommes. Et encore une fois, je devrais le savoir, on pourrait en parler longtemps, mais je viens de mentionner que lorsque Ryuta a parlé de l'avancée russe en Ukraine à un rythme d'escargot, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à un rythme d'escargot uniquement parce que l'armée russe ne veut pas blesser de civils, puisque ce sont des citoyens russes. Tous ceux qui vivent dans le Donbass sont, par définition, des citoyens russes, car cela fait partie de la Fédération de Russie. Donc ils sont extrêmement prudents. Même lorsqu'ils frappent Kiev, oui, il fait froid, oui, c'est difficile, c'est misérable, mais en même temps, si l'on regarde les chiffres des victimes, c'est 2 morts, 3 morts après un terrible bombardement. La Russie a frappé avec 500 drones. Et ensuite, on regarde les chiffres des victimes. 2, 3, 4, 5. Eh bien, si c'était l'OTAN, ce ne serait pas 2, 3 ou 5. Ce serait 200 000, 300 000, 400 000.
C'est tout ce que je voulais dire. J'allais justement faire un commentaire à ce sujet. Oui, parce que je suis désolée de vous interrompre, mais ce que vous venez de me rappeler, c'est la Yougoslavie, n'est-ce pas? Et la campagne militaire de l'OTAN là-bas, si je peux l'appeler ainsi, où le choc est effroi. C'est donc une approche complètement différente d'un conflit militaire. Et d'une certaine manière, l'Occident a le culot de faire croire que la Russie ne pourrait pas déclencher la même chose qu'ils ont infligée aux populations civiles de ces pays, alors que la Russie, comme vous l'avez mentionné, aborde la situation d'une manière totalement différente. Oui, comme lorsque les Russes ont bombardé ces centrales électriques et ces stations d'énergie, ainsi que des installations industrielles, comme certaines usines à Kharkiv, ils l'ont fait de nuit. Ils le font pour minimiser les pertes civiles, même parmi les travailleurs qui s'y trouvent. Maintenant, on pourrait en réalité faire l'inverse. Si l'on voulait maximiser le nombre de victimes, on pourrait le faire en plein jour, sans aucun avertissement. Les Russes ont complètement, ils n'ont pas encore bombardé Kiev. Depuis des mois, toutes ces délégations étrangères s'y rendent et elles n'ont pas peur parce qu'elles savent que ce n'est pas vraiment la cible. La cible, c'est l'infrastructure et les détachements étrangers. Ce sont eux qu'ils essayent de frapper très durement, surtout lorsqu'il existe des bases connues de soldats étrangers combattant en Ukraine. Alors, ils les frappent aussi vite qu'ils le peuvent. Oui, exactement. Il est assez intéressant de voir les commentaires provenant des élites occidentales, des généraux et ainsi de suite, qui disent « Eh bien, la Russie avance à peine. Eh bien, il n'y a rien de glorieux dans l'invasion de l'Irak. Le choc et l'effroi, la terreur, vous savez, applaudir le bombardement de civils là-bas ou en Yougoslavie. Il existe tant d'exemples où les civils ont été considérés comme des dommages collatéraux, simplement pour minimiser la brutalité et la violence déchaînées par l'OTAN. Maintenant, le chancelier allemand Merz a dit quelque chose d'assez terrifiant, et je pense que cela mérite une discussion à part. Et c'est terrifiant si l'on considère les précédents historiques. Merz a déclaré qu'il prévoyait de faire de la Bundeswehr la plus puissante armée d'Europe et que la Russie devait être épuisée économiquement et militairement. Cela semble très familier, comme si nous avions déjà vécu cela. C'est comme si les 2 premières guerres mondiales n'avaient rien appris à l'Allemagne. Le professeur John Mearsheimer soutient d'ailleurs que les États-Unis jouent le rôle de pacificateur en Europe et que sans les troupes américaines, les pays européens poursuivraient leurs intérêts nationaux aux dépens les uns des autres, ce qui mènerait bien sûr à des conflits. Ainsi, si les États-Unis réduisaient leur engagement en Europe pour se recentrer sur l'Asie, la Chine et l'hémisphère occidental, cela pourrait potentiellement entraîner une compétition sécuritaire entre l'Allemagne et la Russie, et peut-être même dans une certaine mesure avec la Pologne. Si l'Allemagne poursuit la voie suggérée par Merz, cette compétition sécuritaire entre l'Allemagne et la Russie conduirait probablement à une confrontation militaire entre l'OTAN et la Russie. Merz est-il conscient que ces projets, ou la direction qu'il prend, mènent directement à la guerre en Europe, ou croit-il vraiment que faire de la Bundeswehr la plus puissante armée et prolonger cette guerre constitue d'une manière ou d'une autre un chemin vers la paix? Oui, c'est une excellente question. En fait, quand vous avez dit tout cela, je me suis simplement assis et j'ai souri, parce que je ne pense pas que ce soit possible. Quoi qu'il dise, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. La première, c'est la démographie. La nation allemande est en train de disparaître. Elle est remplacée par un flux constant d'immigrants venus de Turquie, de Syrie et d'autres pays.
De plus, la culture des jeunes Allemands est très pacifiste. Ils ne veulent pas servir. S'ils réintroduisent la conscription, beaucoup de jeunes Allemands quitteront simplement l'Allemagne parce qu'ils ne veulent pas être enrôlés. Il n'y a absolument aucun désir de militarisation dans le public allemand. Ils ne le veulent tout simplement pas. Même si l'opinion publique change, même si la Russie attaque, ils ne le voudront toujours pas. C'est un problème immense, une forme de pacifisme que j'ai étudié en Allemagne. J'y ai vécu et ce n'est pas disparu. C'est toujours présent. Donc physiquement, ce n'est pas possible. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est que les voisins de l'Allemagne, la Pologne et la France principalement, ne le permettraient pas. Ils n'accepteraient tout simplement pas que l'Allemagne cherche à construire la plus grande Bundeswehr d'Europe. Il faut des contrepoids et la France, comme la Pologne, s'y opposerait politiquement. Enfin, la troisième raison est que l'Allemagne perd sa base industrielle. Il faudrait d'abord inverser cette tendance. Comme je l'ai dit, elle a perdu environ 20% de sa capacité industrielle en moins de 10 ans. Il faudrait donc d'abord la ramener à son niveau d'au moins 2018. Et ce n'est qu'ensuite qu'un renforcement militaire pourrait être envisagé. Cela évoque une autre question que les gens posent. Eh bien, les Russes l'ont fait. Pourquoi pas nous? Et voici ma réponse. Les Russes l'ont fait parce qu'ils disposaient d'une immense base militaire d'entreprises industrielles héritées de l'Union soviétique. Tout ce que faisait l'Union soviétique dans les années 1950, 60, 70 et 80, c'était développer une infrastructure militaire. Elle n'avait pas d'industrie de consommation, mais elle construisait des fusées, des chars et de l'industrie lourde. Ces usines étaient en sommeil dans les années 1990 et plus ou moins semi-actives dans les années 2010. Mais lorsque Poutine les a relancées et quand la guerre en Ukraine a commencé, elles se sont mises à fonctionner jour et nuit. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas les construire, c'est que vous ne pouvez pas les construire aussi rapidement. Il faut des décennies pour construire une infrastructure militaire. Les usines, les chaînes d'approvisionnement. Vous savez, produire plus d'obus que l'ensemble de l'OTAN ne peut pas se faire en 1 an ou 2. Il faut 10 ans. Et il faut des milliards pour y parvenir. Il faut des cadres d'ingénieurs, des universités et toutes sortes de choses. On ne peut pas simplement tout activer par magie. Cela prend des années et des années, des milliards et un programme national qui n'existe pas. C'est pour cela que je souris. Je pense que ce ne sont que des paroles en l'air. C'est tout simplement impossible, même s'ils le voulaient. Et même si c'était possible, il faudrait 10 ans ou plus rien que pour revenir à leur niveau d'autrefois. Et maintenant, tout est en train de décliner. Oui, et pour ajouter à cela, je pense que la véritable manière de gérer la fracture actuelle de la sécurité européenne, qui résulte directement des politiques européennes ou occidentales en général, passe par la diplomatie. Mais je dirais que le président Poutine a déjà déclaré qu'une guerre ou toute confrontation avec l'OTAN ne serait pas menée de la même façon que la Russie gère le conflit en Ukraine. Il a dit que si l'OTAN attaquait la Russie, il ne resterait plus personne de l'autre côté, c'est-à-dire en Europe, avec qui négocier peu de temps après. Il semble donc que les enjeux soient extrêmement élevés en ce moment et que la militarisation ne soit pas la solution. Nous avons besoin de solutions diplomatiques. Nous n'avons pas besoin de plus de chars. Et Ursula von der Leyen vient d'appeler les producteurs européens à se tourner vers la fabrication de chars, d'obus d'artillerie et d'autres équipements militaires. Il semble donc que l'Europe s'engage sur une voie qui s'éloigne même de la possibilité d'un règlement pacifique. Oui, absolument. Permettez-moi simplement d'ajouter une chose de plus à propos de l'aspect militaire. Il y a 2 éléments nouveaux, absolument nouveaux,
qui sont apparus après 2023, pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ces deux éléments sont que n'importe quoi peut être détruit en quelques minutes sans armes nucléaires. C'est très, très important. C'est difficile même à concevoir. Absolument tout, n'importe où. Par exemple, il y a une usine qui produira des drones en Allemagne, quelque part dans la forêt noire, un peu cachée. Eh bien, elle peut être détruite en quelques minutes par Oreshnik sans aucune charge nucléaire. C'est ça le point essentiel. Par exemple, vous savez, la décision est prise à Ramstein que l'OTAN va entrer en guerre contre la Russie. Eh bien, en 5 minutes, il n'y a plus de Ramstein, sans aucune arme nucléaire. Juste une frappe, disparue. C'est tout. C'est la réalité. La deuxième chose à comprendre, c'est la révolution des drones. Pourquoi la guerre menée par la Russie avance-t-elle si lentement? Eh bien, c'est parce que, comme le disent les militaires, il y a une saturation de drones. Ce qui signifie que pour chaque soldat vivant qui relève simplement la tête depuis les tranchées, 10 drones attendent de le tuer. C'est pour ça que c'est si lent. Donc, cela signifie que la manière dont les Russes mènent la guerre, ils se sont adaptés et ils gagnent malgré cela. Tout d'abord, ils visent les opérateurs de drones. Ensuite, il y a la surveillance aérienne effectuée par d'autres drones. Certains drones en guident d'autres, observent la zone, puis neutralisent les drones ennemis. Il existe également des moyens électroniques pour les neutraliser. Et il y a toutes sortes de tactiques, de petits groupes de 3, 4, 5, 6, qui encerclent généralement un village, laissant une possibilité aux troupes ukrainiennes de se retirer si elles le souhaitent, tout en essayant de minimiser les pertes. Une fois l'encerclement complet, ils prennent le contrôle. C'est ainsi qu'ils ont pris Pokrovsk, et cela leur a pris 6 mois. Et les spécialistes militaires occidentaux disaient « Oh, il a fallu presque 1 an aux Russes pour prendre Pokrovsk ». Eh bien, c'est parce qu'ils voulaient la conserver intacte. S'ils avaient agi comme les Israéliens à Gaza, il ne resterait rien de Pokrovsk. Et alors, il n'y aurait plus qu'un tas de décombres à occuper. Non, c'est une ville. Il y a des habitants. Et elle sera restaurée comme Mariupol l'a été. Et c'est pour cela que c'est si lent, à cause des drones, à cause des victimes civiles, et parce que la nature de la guerre a changé. Ce sont des choses dont ils ne semblent pas conscients. Vous savez, ils parlent comme si on était dans les années 1980. L'une des choses qui m'ont surpris pendant la conférence sur la sécurité de Munich, c'est une remarque faite par le ministre allemand des Affaires étrangères. Il a appelé l'Europe à se rapprocher des BRICS. Rien que ça. Il a dit qu'il était erroné pour l'Europe de s'aliéner les pays des BRICS, que nous avions beaucoup en commun avec des pays comme l'Inde et le Brésil, alors pourquoi ne pas se concentrer sur eux? Il a qualifié cela, je cite, de « nouvelle vision ». Je trouve cela assez stupéfiant à entendre, car ce doit être une opinion très impopulaire parmi les responsables politiques européens, qui se considèrent encore comme un jardin et le reste du monde comme une jungle. Alors, est-ce un exemple, ce commentaire du ministre allemand des Affaires étrangères, du type « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les » ou bien l'Europe essaie-t-elle simplement de tenter cette approche parce qu'elle se voit comme une sorte de cheval de Troie, cherchant à saper la montée de la majorité mondiale? Oui, ce sont toutes d'excellentes questions, Lena, mais il y a probablement un peu de tout cela. Si l'on regarde les statistiques commerciales, l'Europe dépend des importations en provenance d'Asie, tout comme les États-Unis. Les États-Unis, même avec tout ce Trumpisme, importent encore pour un demi-billion de dollars de marchandises de Chine. Cela a un peu diminué, mais c'est toujours le cas. L'Europe, c'est pareil. Elle importe de Chine, d'Indonésie, d'Inde. Donc maintenant, ils essaient de diversifier.
Ce libre-échange avec l'Inde, tu en sais plus que moi à mon avis, n'est qu'une tentative de diversifier leurs importations asiatiques, dont ils ont désespérément besoin. Et c'est aussi une tentative de contourner leur isolement, de la Russie d'un côté et des États-Unis de l'autre. Ils cherchent donc à s'ouvrir à ceux qui restent disponibles, comme l'Amérique latine et l'Inde. Mais ces deux options vont en réalité à l'encontre de ce que veut Trump, car le libre-échange avec l'Amérique latine affaiblirait la prétention de Trump selon laquelle l'hémisphère occidental est exclusivement réservé à l'exploitation par les États-Unis. Si les Européens ont un accord de libre-échange avec l'Amérique latine, cette dernière préférerait largement vendre aux Européens plutôt qu'aux Américains, puisqu'elle n'aurait pas à payer de droits de douane. Il en va de même pour l'Inde. Ce que cela pourrait signifier en pratique, c'est que l'Inde achète du pétrole russe, dispose d'un accord de libre-échange et le revend sans aucun tarif aux Européens. C'est donc une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Les Européens l'achètent à l'Inde, pas à la Russie. La Russie le vend à l'Inde gagne de l'argent, puis le revend aux Européens. Tout le monde est content. Et c'est une façon de présenter les choses comme s'ils s'étaient libérés du pétrole et du gaz russe. Voici la réalité. L'Europe ne peut pas survivre sans le pétrole russe. Elle en achète de différentes manières par l'intermédiaire d'autres pays, simplement parce qu'il est moins cher, pas parce qu'il est meilleur ou quoi que ce soit de ce genre. C'est simplement moins cher parce que la Russie est plus proche et parce que le coût du travail russe est plus bas que partout ailleurs, plus bas qu'en Amérique ou en Europe. Donc si l'Europe veut rester une puissance industrielle secondaire, pas la première, mais une secondaire, dans le monde, elle doit acheter de l'énergie bon marché. Elle a besoin d'une bonne éducation, ce qu'elle possède encore. C'est bien. Elle doit former des ingénieurs et restaurer son industrie. À la manière dont les choses évoluent actuellement, on ne dirait pas qu'elle en soit capable. Mais elle pourrait l'être. Il y a encore une chance. Si elle fait ce qu'il faut, elle pourrait encore y parvenir. Mais la politique d'Ursula von der Leyen fait exactement le contraire. C'est pourquoi les Russes disent qu'ils se tirent une balle dans le pied. Ils aggravent leur propre situation. Et les données que j'ai citées à plusieurs reprises dans l'émission d'aujourd'hui parlent d'elles-mêmes. Une réduction de 20% de la capacité industrielle dans chacun de ces pays. J'ai vérifié la France, j'ai vérifié l'Italie, j'ai vérifié l'Angleterre. Globalement, tous sont en déclin, seulement à des rythmes différents. Mais cela reste un déclin. C'est la réalité. Écoutez, nous vivons, je le répète sans cesse, un changement de paradigme historique. Et pour la première fois depuis 500 ans, l'Europe n'est plus le centre de l'univers. Le centre s'est d'abord déplacé vers les États-Unis, et maintenant il ne se déplace plus seulement. Il s'est déjà déplacé vers l'Asie, vers la Chine, l'Inde, l'Indonésie. Ce sont les trois grands acteurs de la scène asiatique. C'est là que se déplace la capacité industrielle, mais aussi le savoir-faire, l'innovation, la robotique, les microprocesseurs, tout ce que vous voulez. Ils sont déjà les leaders dans bon nombre de ces domaines. J'ai eu une émission, un programme sur ma chaîne il y a environ un mois. Et ce que j'ai constaté en comparant les États-Unis et la Chine, c'est que mes auditeurs n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas affronter la réalité, car il est très douloureux de réaliser que les États-Unis, le pays le plus puissant du monde sur le papier, ne le sont plus. Le train est parti. Il ne s'agit plus que de savoir qui, quand et comment ils vont comprendre que les États-Unis et l'Europe sont en déclin, et comme le dit Emmanuel Todd, en déclin terminal. Je ne dirais pas qu'elle est en phase terminale, mais elle est certainement en déclin. La Russie tire actuellement davantage profit de la Chine, et c'est l'une des bonnes raisons pour lesquelles elle n'a absolument aucun intérêt à attaquer l'Europe.
Qu'y a-t-il en Europe? Il n'y a rien. Qu'y a-t-il des ressources? Quoi? Du territoire. La Russie a déjà énormément de territoire. Il n'y a absolument rien en Europe qui intéresse la Russie, contrairement à ce qui se passait autrefois. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il s'agit d'un tournant historique. Comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, pour la première fois depuis 300 ans, depuis Pierre le Grand, la Russie ne s'intéresse plus à l'Europe, car elle n'y trouve plus rien d'utile. Tout ce dont elle a besoin se trouve à l'Est. Le commerce, les ressources, le savoir-faire, le développement. C'est incroyable. C'est nouveau. Vlad, peut-être la dernière question pour aujourd'hui, même si j'aimerais poursuivre cette discussion que je trouve tout à fait fascinante, le conflit en Ukraine. Zelensky a pris la parole lors de la conférence et a essentiellement répété le même discours que nous avons déjà entendu de sa part à de nombreuses reprises. Il s'est même permis une attaque ad hominem contre le Premier ministre Orbán. Ce qui est vraiment choquant, c'est qu'au milieu de ces discussions sur la sécurité européenne, qui ont duré plusieurs jours, l'UE n'a toujours aucun plan de paix fondé sur la réalité, sur la situation concrète sur le terrain. Au contraire, comme tu l'as mentionné au tout début de cette émission, la première ministre du Danemark veut que l'OTAN rejette les lignes rouges et appelle à des frappes en profondeur sur la Russie. Nous en sommes donc toujours au même point qu'il y a plusieurs années. Que signifie selon toi la conférence de Munich sur la sécurité de cette année, ainsi que les commentaires des élites politiques pour le conflit en Ukraine? Eh bien oui, Zelensky, encore une fois, je souris quand je le regarde. Vous savez, Zelensky est un acteur. Et récemment, pour le plaisir, j'ai regardé son émission de comédie Kvartal 95. C'est disponible. Il parle un russe parfait. L'une des blagues de ce programme disait que Zelensky devait apprendre 2 langues étrangères, l'anglais et l'ukrainien, parce que les 2 sont étrangères. Bref, c'est un acteur. Il adore ça. Oh, je le sais, il apprécie toutes ces réunions, ces poignées de main et ces moments passés avec les puissants dirigeants d'Europe et d'Amérique. Il adore ça, tout simplement. Mais le résultat, c'est que ce qu'il dit revient essentiellement à « donnez-nous ceci, donnez-nous cela, donnez-nous encore ceci, défendez-nous, nous sommes les champions, nous sommes le rempart contre les Russes, donnez-nous plus d'argent, plus de reconstruction, donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous ». Et le résultat, c'est qu'est-ce qu'on lui donne? On lui accorde 15 milliards de dollars par an cette année et 15 milliards l'année prochaine. Et puis, il y a d'autres programmes pour soutenir son régime ici et là. Maintenant, combien de tout cela sera volé? Nous n'en savons rien, car beaucoup est volé en permanence. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour maintenir l'Ukraine. Je crois avoir lu quelque part qu'il faut 10 milliards par mois pour tous ces besoins. Or, 15 milliards par an, ce n'est rien. Donc les États-Unis ne vont pas y consacrer davantage d'argent. Mais le seul point positif du point de vue russe dans l'administration Trump, c'est qu'elle n'y déverse plus des milliards. Ce n'est donc pas une question de savoir si, mais de savoir quand l'Ukraine se rendra. À présent, la chose la plus stupide que Zelensky puisse faire, c'est exactement ce qu'il fait. Car aujourd'hui, il a encore une chance de sauver les 2/3 de l'Ukraine dans un statut plus ou moins indépendant, au sens où elle n'est pas occupée par les Russes et où elle a encore la possibilité, à terme, de rejoindre l'Union européenne. Tout ce qu'il a à faire, c'est signer. Pas d'OTAN, pas de troupes étrangères, rétablir les droits de la langue et de l'Église russe. C'est tout. S'il signe cela, d'accord, tout ira bien, mais il ne veut pas. Et pourquoi ne veut-il pas? Il a peur des nationalistes. J'ai mentionné dans ma vidéo précédente qu'il y avait une conférence des partisans de Bandera appelée les 13e lectures annuelles Bandera.
On y trouvait tous ces discours sur leur haine des Russes et sur le fait qu'ils ne céderaient pas un pouce. L'un des aspects les plus nuisibles, ou je dirais dangereux, voire troublants, était la lecture des discours sur la dérussification. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec la population russe du Donbass s'ils parviennent un jour à la conquérir. C'est essentiellement un nettoyage ethnique, et ils le disent ouvertement. En d'autres termes, Zelensky a peur que s'il accepte de céder quoi que ce soit aux Russes, il soit écarté. Il mettrait alors au pouvoir quelqu'un prêt à se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier Ukrainien. Il s'en moque, tout comme Hitler se moquait du nombre de jeunesses hitlériennes qui mouraient pour défendre son Reich. Il ne se souciait que de se préserver lui-même et de maintenir son régime jusqu'à la fin amère, lorsqu'il a dû se suicider. Eh bien, Zelensky, de la même manière, a peur d'admettre la défaite. Comme l'a dit Arestovitch, un ancien collaborateur devenu critique, si Zelensky le faisait, la question se poserait immédiatement. Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? Pourquoi avons-nous perdu 1 million d'Ukrainiens si nous devons le signer maintenant? Nous aurions pu le faire en 2022 et garder le Donbass comme partie de l'Ukraine. Ce que font les Européens en réalité, c'est rendre les choses plus difficiles. En fait, ils ruinent l'Ukraine. En encourageant l'Ukraine à se battre, ils la détruisent. La seule chose dont l'Ukraine a besoin maintenant, c'est d'accepter la paix, dès maintenant. Mais ils ne le font pas. Et en ne le faisant pas, ils condamnent l'Ukraine à une destruction totale et à une reddition inconditionnelle. De plus, et encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet, il y a aussi de l'opposition en Russie. De plus en plus de gens disent ouvertement, même dans le système prétendument dictatorial de Poutine, que cela ne suffit pas. Les 4 provinces ne suffisent pas. Près de 150 000 soldats russes sont morts, pas pour que le reste de l'Ukraine rejoigne Kinnerman-Upéger, qui n'est fondamentalement pas différente de l'OTAN. Alors ils disent non, 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 il nous faut Odessa, il nous faut Kharkov, c'est le minimum. Et le reste de l'Ukraine doit rester neutre, et nous devons être certains qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN et qu'il n'y aura pas de troupes françaises sur place. C'est donc là que les enjeux deviennent plus élevés. Il serait difficile, même pour Poutine, de faire respecter ces objectifs limités que les Européens qualifient de maximalistes. Ils ne le sont pas. Maximaliste signifierait la reddition totale du régime de Zelensky et la dénazification, c'est-à-dire que tous ces partisans de Bandera iraient en prison. Voilà où nous en sommes. Zelensky célèbre son merveilleux moment avec tous ces dirigeants mondiaux qui ne cessent de l'encourager à se battre. Mais ce combat est en réalité en train de détruire l'Ukraine et le peuple ukrainien. Et c'est très triste, car au fond, je souhaiterais que l'Ukraine et la Russie puissent vivre en paix, comme 2 frères devraient le faire. Ola, merci beaucoup pour cette merveilleuse discussion. Je l'ai vraiment appréciée et j'ai hâte de te retrouver à nouveau dans l'émission pour un autre épisode. Zijiche Ganam, merci infiniment.